Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le podcast est en direct d'un territoire non cédé avec Éric Duhem. Vous riez? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Facebook hier. Il a fait un webinaire, puis il fallait d'abord dire cette fameuse phrase-là avant de commencer. C'était vraiment spectaculaire. Puis, j'ai Yes, fait que vous le voyez, Éric Duhem est avec nous autres. On va passer 40-45 minutes avec lui, peut-être une heure, ça dépend de son horaire, évidemment. Assez chargé. D'habitude, Éric, un horaire après un lendemain de congrès? Oui, surtout hier. Aujourd'hui, c'était un peu moins pire, là, mais bonjour d'abord, Yann et Frank. Hier, c'était, écoute, je pense que j'ai fait 14 entrevues ou 13 entrevues back-to-back, là. C'est pas juste, tu sais, les entrevues, c'est une chose, mais il faut que tu te promènes d'un studio à l'autre. J'ai fait tout ce qu'il y a du studio de radio et de TV à Québec, mais aujourd'hui, c'est pas mal plus relax, là. Je pense que la poussière retombe, là, mais heureusement, parce qu'un congrès comme ça, là, c'est beaucoup de travail, puis j'avais 2 discours importants, puis c'est des discours que tu peux pas nécessairement préparer d'avance. Fait que tu te lèves à 3-4 heures du matin, tu prépares ton discours, tu réveilles ton chum à 5 heures pour le pratiquer. Après ça, tu descends en bas pour rejoindre les membres. Et là, laisse-nous deviner, les entrevues, tout le monde est intéressé par quelles propositions ont été retenues. Est-ce que économiquement, on va vers un petit peu plus de liberté ou est-ce qu'un petit peu plus de nationalisme? Ça doit vraiment être là-dessus que tu t'es fait questionner. Tu as tout compris, Frank. C'est l'aspect le plus décevant. Tu sais, il y a une commission politique présidée par Karim El Ayoumi qui travaille depuis des mois. On a fait 5 colloques super importants avec des invités de marque, avec du monde, des spécialistes dans toutes les questions. Ils adoptent une centaine de pages de résolutions après des dizaines et des dizaines et des dizaines, sinon des centaines d'heures de travail bénévole chacun. Puis, ce qui retient l'attention, c'est une phrase loufoque que quelqu'un a garoché dans le corridor à un journaliste, puis là, tout le monde commente là-dessus. C'est sûr que c'est désolant. Écoute, hier, je pense que sur les 13 ou 14, j'ai 1 ou 2 personnes qui m'ont parlé de contenu. Puis pas beaucoup, là, mais tu sais, qui m'ont au moins posé une question. Mais sinon, là, ils veulent savoir, là, le monde qui n'a pas voté pour toi, leadership, qu'est-ce que tu penses de ça, puis c'était quoi le pourcentage, puis comment ça a marché, puis c'est quoi le prochain pourcentage, puis pourquoi tu vas-tu t'en aller au fédéral? Tu sais, c'est toujours des questions, malheureusement, qui n'ont pas rapport avec le contenu. Fait que les policy wonk, là, les gens qui adorent les politiques publiques, ils ne sont pas gâtés dans la couverture médiatique. Ils sont très, très gâtés pendant le congrès parce que pendant des heures et des heures, tu es assis, puis c'est studieux, puis il y a des amendements, puis des propositions, puis bon, il y a des votes. Mais après ça, quand tu lis les journaux, tu as l'impression qu'ils n'ont pas assisté au même congrès que toi. Oui, puis j'écoutais, excuse Yann, je voulais juste un second point là-dessus. Je regardais un peu la couverture, justement. Il y a eu les entrevues, mais il y a eu plein de segments qui ont été faits. Puis j'écoutais entre autres Marie Montpetit à Cube qui disait encore Éric Duhem, là, il y a juste un sujet. Eux autres, ils parlent tout le temps de la pandémie. Puis tout ça. Puis là, je me disais, ouais, mais. Là, c'est un peu catch-22, parce que là, ils ont un congrès où il y a 52 000 propositions de, tu sais, je voyais un peu les trucs qu'Adrien Pouliot a proposé, Karim, sur bon, le financement en santé, des partenariats publics-privés, tu sais, toutes sortes de choses, bon, qui peuvent, avec lesquelles on peut être en accord ou pas. Mais c'est pas vrai là, que le Parti conservateur parle juste de la... Mais c'est comme s'ils sont... Et là, ils n'arrêtent pas de spinner toujours cette affaire-là. Le Parti conservateur ne parle que de la pandémie et des drag queens. Là, je suis comme, ben là, à un moment donné, je sais pas, là... C'est de vos devoirs, genre. Mais c'est qu'eux, ils nous couvrent juste quand on parle de ça. C'est peut-être ça aussi, là. Oui, c'est ça. Hier, j'étais avec Jonathan Trudeau au FM 93, puis à un moment donné, c'est même devenu une blague, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour l'attaquer, mais il me dit là, il me fait le reproche, là, qu'on était mono-sujet, puis qu'on parle trop de la pandémie, puis ça le décourage à chaque fois que je parle de pandémie, puis ta. Et là, pendant l'entrevue, à 2 reprises, lui me pose des questions sur la pandémie. Parce qu'il commence à me parler des conflits dans le secteur public. Puis là, tu sais, après tout ce qu'on a vécu avec nos enfants pendant la pandémie, puis manquer d'école, bien là, je dis, peux-tu parler d'autre chose que la pandémie? Puis après ça, il revient encore sur un autre sujet. Puis il me rappelle encore, là, je dis, coudonc, t'es obsédé par la pandémie. Fait que... Et c'est ceux qui veulent, là, vous irez écouter l'audio, là, c'est vraiment drôle. Mais puis il s'en est rendu compte lui-même. Là, à chaque fois qu'il mentionnait le mot pandémie, là, il se tapait à la tête, il disait merde, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais c'est ça,
c'est une réalité. Puis je pense que c'est ça que j'ai dit aux membres aussi dans mon discours d'ouverture samedi au Congrès. Le parti a connu une croissance phénoménale. Là, ça va faire 3 ans demain que j'ai annoncé que je me présentais à la chefferie du Parti conservateur du Québec. On pourrait dire des fois aussi trop rapide. Peut-être, oui, c'est sûr, une croissance qui est très, très difficile à gérer. Mais la croissance a commencé au début, OK, ça a monté très vite. Après ça, il y a eu l'élection. Là, on a frappé le mur parce qu'on n'a pas réussi à faire élire de députés. Mais puis là, on a rechuté au lendemain de l'élection. Depuis ce temps-là, la pandémie était déjà finie. C'était plus un enjeu. On a réussi presque à tous les mois ou aux 2 mois à remonter d'1%, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus haut qu'on était. Non, on n'est pas plus haut, on est égal à ce qu'on était lors de la campagne électorale. Puis s'il y avait des élections aujourd'hui, on ferait élire entre 3 et 9 députés. Jamais le site Québec 125 nous avait donné autant d'élus, de candidats en avance s'il y avait une élection aujourd'hui que maintenant. Fait que, puis ça, c'est en parlant jamais de pandémie, là. Fait que il y a une place pour les conservateurs sur l'échiquier politique au Québec pour arrêter de se laisser caricaturer par ces gens-là. On est les seuls qui parlent du privé en santé, on est les seuls qui veulent baisser considérablement les taxes, les impôts, les seuls qui veulent exploiter les hydrocarbures au Québec. Je veux dire, prends à peu près tous les sujets. On est à peu près tout le temps tout seuls, ils sont toujours unanimes les 4 autres sur les sujets fondamentaux pour l'avenir du Québec. Mais ça, on dirait que ça intéresse moins. Puis le fait que je puisse pas questionner, poser des questions à tous les jours au premier ministre comme toutes les autres partis, c'est sûr que c'est un gros handicap pour nous parce que ça ne permet pas de mettre cette différence-là, c'est la différence conservatrice en relief. Ouais. Puis, disons une chose aussi précise, le parti a été tagué de parti de complotiste par les médias. C'est dans la perception de bien des gens, c'est ça. Sauf que là, à un moment donné, il va falloir comprendre une chose. Les complotistes voulaient mettre Éric Duhem dehors dans ce congrès-là. Fait que là, on peut-tu revenir du parti de complotistes? Je veux dire, les complotistes, toute la gang, ils voulaient tout te mettre dehors. C'est pas arrivé. Mais non, parce que ça prouve que l'écrasante majorité est beaucoup plus modérée que ce que la caricature que notre adversaire tente de faire de nous. Oui, la fameuse étude là, qui disait qu'il y avait 50% des gens qui votaient pour le PCQ qui étaient conspis, puis tout ça. Mais ils reviennent encore avec ça. Oui, mais complotistes, dès que tu te poses une question et tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, ils sont considérés comme des complotistes. À un moment donné, il faut faire attention aussi qui est complotiste. Ça veut dire quoi être complotiste? La définition, elle est assez large, merci. Puis l'autre affaire, c'est si on compare souvent au fédéral, puis il faut le faire. Pierre Poilievre, il y a eu essentiellement les mêmes positions que moi pendant la crise sanitaire. Là. On était à la même place. Pendant le convoi de la liberté, on avait exactement les mêmes positions. La différence, c'est que Pierre Poilievre, il est un parti institutionnalisé qui a une grosse députation, puis qu'en plus, il y a un parti un petit peu encore plus radical que lui qui s'appelle le Parti populaire et qui fait en sorte que les gens qui sont les plus crinqués puis qui veulent pas prendre le pouvoir, qui veulent pas gagner, mais qui veulent critiquer puis qui veulent crier, bien, ils ont un exutoire puis c'est pas à l'intérieur du Parti conservateur du Canada. Bien, ça c'est un point qui est important, ce que tu viens de dire là, parce que nous, tu sais, on est adeptes de politique publique, on connaît le programme du Parti conservateur fédéral, on connaît le programme du Parti conservateur du Québec, puis on sait que naturellement, le lien entre les deux est évident. Ces deux partis, c'est des vases communicants. La plupart des gens qui peuvent se présenter pour ton parti peuvent également se présenter pour le Parti fédéral. Facilement. Dans la perception du public en général, donc, monsieur, madame, tout le monde, plugué sur LCN, plugué sur les commentateurs qui disent que tu parles juste de pandémie, mais qui te posent des questions seulement sur la pandémie. C'est même quand Joanne Marcotte va présenter un livre sur le climat, un animateur de radio lui dit qu'il était découragé de la droite, puis la droite parle juste de pandémie. Puis Christ, c'est un livre sur le climat! Tu sais, je veux dire, à un moment donné... La fois suivante qui parle de d'autres choses qu'elle n'a pas connu. Fait que tu sais, t'es vraiment dans ce moule-là. Fait que la perception du grand public, c'est que le lien, le vase communicant entre le Parti conservateur du Québec et le fédéral, ce n'est pas le Parti conservateur fédéral, mais le Parti populaire de Maxime Bernier. Comment on fait pour défaire ce lien-là? Parce que dans les politiques que vous établissez en Congrès, c'est clairement le Parti conservateur fédéral qui est le lien entre vous et la scène fédérale. Mais on pense plus que c'est Maxime Bernier dans la tête des gens. Ça vient aussi, Yann, avec le corollaire, ce que tu dis là, que beaucoup de gens pensent que le pendant conservateur au Québec, c'est la CAQ. Et ça a été entretenu même par des députés conservateurs fédéraux. Là. Ça, c'est vrai. Ça, Yann, là, c'est ce que Frank vient de dire, c'est absolument ça. C'est qu'il y a encore des gens qui pensent que la droite au Québec, c'est la CAQ. Et ça, c'est un mythe. Puis on a beau lui dire, regardez, il n'y a jamais un gouvernement qui a empilé autant de déficits que la CAQ. Il n'y a jamais un gouvernement qui a dépensé autant
qui a augmenté autant les dépenses que le gouvernement de la CAQ. Il y a jamais, je veux dire, regardez le résultat. Regardez pas le discours de François Legault qui dit qu'il va bien gérer ça, puis qui est incomptable, qui s'est compté. Là. Regardez qu'est-ce qu'il fait concrètement, puis vous allez vous rendre compte que non, c'est le contraire. Puis malheureusement, il n'y a pas de... Tu sais, ça prend du temps à déboulonner. Ça commence. Tu sais, puis l'autre affaire, c'est que les conservateurs, c'est penser que vous montez un édifice là, qui a une vingtaine d'étages. Là. Nous autres, on a commencé il y a 3 ans, on était au sous-sol. OK? Fait qu'on a monté marche une par une, puis on a essayé de les monter des fois 2 puis 3 à la fois. Fait que là, on est rendu au 6e, 7e étage. Les conservateurs, là, ils partaient déjà avec une base, ils partaient déjà. Fait qu'ils sont partis au 10e étage. Fait que c'est sûr qu'eux autres, aujourd'hui, sont rendus au 16e étage pendant que nous autres, on est au 7, 8e. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un écart entre nous deux. Mais regardez juste d'où on partait, puis la croissance. Puis moi, je suis convaincu, puis on le voit dans toutes les provinces au Canada, ce sont des vases communicants. À partir du moment où quelqu'un sur la scène québécoise s'identifie comme conservateur, la probabilité qu'il va voter conservateur au fédéral vient d'être multipliée par son numéro de téléphone. Je veux dire, ça va être très fort parce que c'est pour ça, entre autres, que j'ai décidé de me présenter à la chefferie du Parti conservateur. C'est pour ça que je voulais garder le brand, la marque de commerce conservateur, parce que je voulais créer cette appartenance-là. Puis, je vais vous faire une confidence, là, cette décision-là, je l'ai prise avec Jason Kenney à l'époque, qui était premier ministre d'Alberta, puis j'étais allé le visiter peut-être il y a un petit peu plus que 3 ans, là, genre 2 mois avant de prendre ma décision. Et Jason m'avait dit, Rick, on ne gagnera jamais plus qu'une élection sur 3 sur la scène fédérale, tant et aussi longtemps que des vrais conservateurs francophones, ça n'existera pas. Parce qu'il dit là, présentement, le mot conservateur, dans la tête des gens, ça veut dire conservatisme social, ça veut dire les Anglais. Au Québec, l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, des Anglos, des conservateurs sociaux, des anti-avortements. C'était ça qui s'était vu. Il dit, ça prend un parti conservateur francophone québécois. C'est exactement ça. C'est le logo de notre parti, c'est une fleur de lys. Moi, je parle 90% du temps en français avec nos gens. Puis il n'y a personne aujourd'hui qui pense que le Parti conservateur du Canada, c'est une importation ou une transplantation de l'Ouest canadien. C'est vraiment les idéologies. Puis ces idées-là étaient au Québec bien avant que les conservateurs existent d'une certaine façon. Là, je veux dire, les Québécois ont des idées conservatrices, mais on n'était pas capable de mettre la marque de commerce sur ces idées-là. Puis nous autres, quand on est passé de 1 à 13, c'est sûr qu'on va aider les conservateurs à passer de 17 à 25 ou de peu importe le chiffre. Mais ne serait-ce que par les candidats, Éric, dans un sens, historiquement, malheureusement, les conservateurs fédéraux ont présenté beaucoup de libéraux. Je veux dire, je vais donner l'exemple de Gérard Deltel, on dit que c'est conservateur, mais c'est un Red Tory pas mal. On va avoir Dominique Vien, nous autres, à Lévis, sur la Rive-Sud, qui était ministre libéral sous Jean Charest. À la course à la chefferie, ils ont à peu près tous appuyé Jean Charest. Là, ça, je pense que exactement. C'est connu. De toute façon, ce n'est pas une attaque. Là. Moi, je ne veux pas attaquer les députés. Là. Mais ce que je verrais, c'est... légitime, mais tu as raison. Ça vient plus du mouvement Red Tory que des conservateurs bleus. Là. Mais maintenant que le Parti conservateur provincial a présenté des députés, est-ce que tu as des oui-dire que certains de tes anciens candidats voudraient se présenter au fédéral, qui, somme toute, serait une bonne nouvelle quand même? Oui, il y en a qui veulent se présenter. Puis, plus important que ça encore, Yann, il y a l'organisation aussi. Parce que on l'a vu en dernière élection québécoise. Nous autres, on a semé beaucoup d'enthousiasme. On a vendu plus de cartes même que les fédéraux. Mais ces gens-là, c'était beaucoup des gens qui étaient inexpérimentés. Plusieurs n'avaient jamais fait de politique. Pire que ça, je te dirais même qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas le pourcentage, mais il faut voir comment on l'estime, qui n'avaient même jamais voté. On est allé chercher des électeurs qui, normalement, se foutent de la politique complètement, puis ne votent pas, puis ne prennent pas de temps pour ça. À notre congrès en fin de semaine, 80% des gens présents, c'était des délégués qui n'avaient jamais assisté à un congrès politique en présentiel. C'est capoté, là. On est en train de bâtir quelque chose de nouveau. Puis ces gens-là, ils ont besoin de formation. Puis comment tu peux apprendre sur le terrain? Ce monde-là, là, ils vont être dans la campagne au fédéral, puis ils vont revenir au provincial dans 3 ans, là, puis ils vont être plus expérimentés, ils vont plus savoir comment ça marche des élections, ils vont plus pouvoir aider, faire du pointage, faire de la sortie de vote, faire du porte-à-porte, faire les choses fondamentales pour gagner une élection. C'est niaiseux, là, mais on n'avait pas une formation qui était suffisamment mature pour être capable justement de former notre monde. Et là, il va falloir que la prochaine fois, ça se fasse. Puis là-dessus, c'est peut-être plus important que le fait de dire « Hey, votez pour l'autre parti, puis appuyez-le. » Puis cette affaire-là, ça ne marche pas. La preuve, c'est que Legault, il a appuyé pas Scheer, mais O'Toole la dernière fois, puis ça a donné 0 vote. Là. Les conservateurs ont baissé. Là. Ça ne l'a pas aidé du tout. Là. Les gens n'aiment pas ça se faire dire par d'autres mondes pour qui voter. Ils sont assez intelligents pour décider par eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger... Parce que, tu sais, je regarde un peu les partis qui ont des lignes directrices quand même fortes. Là. Je pense, mettons, au Parti québécois, tu te dis, bon, ben,
Je veux dire, mettons, j'imagine pas des gens qui se présentent dans des congrès du PQ qui disent « moi, souveraineté, là, je veux rien savoir de ça. » Tu te dis, le principe fondamental, tu peux en avoir du monde, qui sont, en général, ils sont pas mal tout à gauche, mais j'ai pas de difficulté à imaginer, mettons, un péquiste qui serait plus de droite, mais lui dit « Moi, je m'en fous, je vais essayer de pousser mes affaires, mais on est tous ici parce qu'on est souverainistes. » Mais tu sais, on l'a vu ce que ça a fait à la CAQ quand il n'y a pas de principe directeur autre que le culte du chef ou le culte du pouvoir. Ça donne comme ce que Sonia Lebel appelait la boîte Prismacolor. Là. Elle a trouvé ça bien drôle. Elle disait on est comme une boîte de couleurs Prismacolor. Il y a on a plein de convictions. Il y en a qui étaient d'un bord, mais ça donne un peu du n'importe quoi. On le voit, maintenant, il y en a un qui est pour un pont, l'autre est contre. Et pour le privé, d'autres contre. Pour le nucléaire, lui, il est contre. C'est un peu un genre de capharnaüm. Puis, je me disais, bon, le Parti conservateur, c'est quoi la ligne directrice fondamentale qui fait que si tu ne crois pas ou si tu n'adhères pas à une série d'idées ou de principes fondamentaux, normalement, tu n'es pas censé d'être là. Je comprends qu'on veut ratisser le plus large possible. Oui, mais quelqu'un qui rentre dans le Congrès et qui dit « Ah, moi, le modèle québécois, je suis en amour avec ça, c'est incroyable, puis le privé, là, c'est le mal. » Là, tu te dis « Ben, peut-être que tu n'as pas d'affaires là. » C'est une très, très bonne question que tu poses là, Frank. C'est sûr que quand on a eu notre montée, là, il y avait 3 choses qui nous ont réunis. C'était des gens qui n'acceptaient pas que la démocratie soit sur pause. Donc, il y a un courant très démocratique à l'intérieur du parti. Tu as les droits civiques. Puis ça, c'est pas gauche-droite. Souvent, on associe souvent la gauche aux droits civiques, mais la droite, tant qu'à moi, elle libre encore plus. Là. Mais tu sais, qu'on ne peut pas faire de discrimination puis dire, toi, tu as le droit d'entrer dans mon restaurant, toi, tu n'as pas le droit. Là. Ça a été quelque chose qui a été très fort. Puis le troisième, c'est une valeur fondamentale de droite où on se différencie traditionnellement. C'est la question de toutes des libertés individuelles. Ça a été les 3 principes fondamentaux de départ qui ont expliqué d'abord pourquoi on s'est opposé aux mesures liberticides de François Legault, puis qui expliquent pourquoi on s'est rassemblés ensemble. Puis ça explique aussi qu'on venait de tous les horizons politiques différents. Tu sais, encore en fin de semaine, je veux dire, je sais qu'il y en a qui ça fait capoter. Yann va échapper son micro à terre, là, mais il y a peut-être, je sais pas, le 10% des gens qui étaient là, que c'est des gens qui traditionnellement étaient Québec solidaire. Il y en a beaucoup que c'était aussi au Parti québécois. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais je parlais à un gars, Michel, il est venu me voir, puis il m'a parlé, puis là, il était un peu découragé parce qu'on venait de voter sur l'affaire des syndicats. Là. Lui, c'est un syndicaliste dans l'âme, OK? Et là, il dit, moi, j'ai toujours été à gauche, j'étais un ancien péquiste, j'étais allé à QS quand le PQ a reviré à droite, puis il trouvait que le PQ était rendu à droite. Et là, il dit, pendant la crise, je me suis dit, il y en a juste un qui s'est levé, puis j'ai voulu t'aider, puis j'ai voulu t'encourager. Puis là, tranquillement, j'écoutais les lives, puis je lisais ce que le Parti conservateur faisait, puis je regardais tes candidats. Puis là, c'est la santé, la première affaire qui m'a fait switcher. Là, je me suis dit, c'est pas bête leur idée. Ils sont pas contre les services publics, ils sont pas contre les meilleurs soins. C'est vrai que ça marche pas le système. Puis là, tranquillement, j'ai changé d'idée sur le système de santé, que ça prendrait du privé. Là, il est rendu qui est favorable au privé. Fait que parce qu'on est allé le chercher pendant la crise sur des valeurs de liberté individuelle, de droits civiques puis de démocratie, bien, on a réussi à le tirer sur l'aspect du privé en santé. Il n'est pas encore rendu à dire que les syndicats, il faut quand même prendre ça avec une pincette, mais il a quand même fait une partie du chemin, comprenez-vous? Oui, je comprends. Fait qu'il n'a pas encore mis « Libérez-nous des syndicats » sur sa table de chevet. Là. Non, mais il est rendu au point où il est capable de lire là, l'État contre les jeunes, puis il trouve que ça a du bon sens, puis qu'il y a de l'équité intergénérationnelle. Fait que c'est ça qui... c'est ça notre défi, c'est de s'assurer que les gens deviennent de plus en plus cohérents. Au niveau, puis que la boussole idéologique, elle soit de plus en plus claire pour tout le monde. Puis c'est un travail pédagogique de longue haleine. Tu peux pas faire ça. Ce travail pédagogique-là se fait énormément dans les congrès, justement, dans les conseils. La participation des membres. Tu sais, je veux dire, ma formation politique, moi, je l'ai faite avec la DQ dans les années, justement, 2005-2006. C'était d'aller dans ces congrès-là. Moi, c'était mon événement de l'année politique, aller dans les congrès, tout ça. C'est là qu'on travaille notre culture de parti, si on veut, qu'on donne aussi à manger intellectuellement, on donne des arguments à nos membres pour être capable de défendre. Puis souvent, dans ces congrès-là, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui sont des leaders positifs pour défendre la marque. Commences-tu à voir émerger à l'intérieur du parti des leaders d'opinion, justement, qui sont très forts, qui permettent justement d'amener cette cohésion intellectuelle-là dans le parti politique? Je l'ai vu, entre autres, évidemment, pas juste dans le congrès, mais dans tous les colloques qui ont mené au congrès. Tu sais, je vois des gens au parti qui, de plus en plus, sur des enjeux précis, parce que c'est ça aussi, là, un parti politique, c'est plusieurs enjeux, puis il faut que tu aies des porte-paroles puis des champions dans chacun des domaines.
Puis tu sais, c'est sûr que celui qui est le plus évident, puis malheureusement, on a de la difficulté, même lui, à ce qu'il puisse être vu dans les médias, c'est Karim El Ayoub. Il veut pas, c'est un médecin, il connaît son dossier, écoute, le programme, là, il l'a écrit à peu près à lui tout seul. Là, évidemment, il a pris beaucoup d'input, puis d'études, puis de monde autour de lui, mais le moteur derrière la plateforme en santé, c'est Karim. Et ce gars-là, c'est une locomotive. Il n'y a pas un parti politique au Québec aujourd'hui, je pense, qui compte un porte-parole qui est aussi crédible, puis qui connaît aussi bien le système de santé, puis qui sait exactement où il veut aller pour l'avenir du réseau de santé au Québec. Puis malheureusement, même lui, c'est difficile pour nous de le mettre à l'avant, mais il va falloir le faire. On dit c'est un passage obligé. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est difficile de mettre un gars comme Karim à l'avant? Ça veut dire que s'il y a un enjeu sur la santé, puis que je sors quelque chose, ou que le Parti conservateur veut dire quelque chose sur le projet de loi, par exemple, du ministre Dubé qui est déposé, ben si le Parti conservateur émet une opinion, ils vont appeler mon attaché de presse, puis ils veulent que ce soit moi qui commente. Si on dit non, ça va être le docteur Karim El Ayoub, une fois sur deux, ils vont nous dire, ben là, c'est faire, c'est pas du UM, on le veut pas. Parce qu'ils veulent, les médias, c'est devenu, là, j'aime pas ça, mais ils veulent des clics, là. Fait que là, ils se disent, là, le docteur El Ayoub, le monde ne connaît pas ça, sûrement face à du UM, le monde va cliquer. C'est triste. C'est des putes à clics. Je sais que toi, tu veux pas le dire, mais moi, je vais le dire. C'est des putes à clics. Puis ton nom, malheureusement, vend énormément. Ça fait cliquer. Fait que là, eux autres, ils veulent des clics. Fait qu'ils veulent mettre ma photo puis mon nom. Fait que c'est un gros défi dans le monde d'aujourd'hui. D'autres exemples, des gens que vous connaissez, Marie-Josée Ely, elle a travaillé sa dernière année sur le colloque en énergie, en environnement. Marie-Josée, elle a lu énormément. D'ailleurs, si vous lisez ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, ça ressemble beaucoup au livre de Joanne Marcotte à plusieurs égards. Là. Je pense qu'il s'inspire à peu près des mêmes philosophes au niveau de la pensée. Là. Et Marie-Josée, elle a préparé beaucoup, elle a travaillé beaucoup sur les propositions qui ont été débattues et qui ont été adoptées ce week-end. C'est peut-être celle qui a eu le plus fort pourcentage d'ailleurs de succès pour passer son contenu. Cette fille-là, je pense que c'est une force émergente pour pouvoir parler de politique conservatrice sur des enjeux qui, normalement, sont défensifs. L'environnement, on ne voit pas ça comme quelque chose d'offensif, on voit ça comme un sujet défensif, normalement à droite, mais je pense qu'elle est capable de le transformer puis d'aller à l'attaque sur cet enjeu-là, notamment avec la façon dont on veut exploiter nos hydrocarbures puis nos ressources. Donc, ça, c'est un autre exemple. Évidemment, mon prédécesseur, Adrien Pouliot, n'a pas voulu se présenter à la dernière, mais il a quand même contribué énormément en nous faisant un cadre financier solide. Il a encore contribué énormément au Congrès en amenant un paquet de résolutions en matière économie. C'est un autre exemple qu'il est... Puis en plus, lui, il a une certaine notoriété, veut pas, parce qu'il a déjà été chef du parti, parce qu'il a déjà été à la tête de médias. Donc, Adrien, c'est un autre exemple de quelqu'un de très crédible, puis dans un domaine très important qui est celui de l'économie. L'ancien président de la commission politique, aussi, André Velquette, a fait un travail extraordinaire en matière de logement, en matière de transport en commun. André a commencé à faire ça, puis je ne veux pas énumérer la liste, parce que je ne veux pas en oublier, là, mais je vois de plus en plus qu'il y a des gens, puis pour moi, la meilleure façon pour quelqu'un qui veut politiquement réussir, puis qui veut aider le parti, puis se faire un porte-parole du parti, je pense que c'est par le contenu. Il faut, quand tu maîtrises bien un sujet, tu n'as pas besoin de toutes les maîtriser, là, mais quand tu maîtrises très bien un sujet avec un angle conservateur clair, je pense que c'est ces gens-là, tant qu'à moi, qui vont devenir nos stars. Ouais. C'est eux autres qui vont être capables de porter le ballon à ma place là, quand ça va être nécessaire. C'est drôle pareil. Hein. Je vais faire un drôle de parallèle, mais tu vas le comprendre. C'est que la semaine passée, le gros sujet dans les médias, c'était la sortie du livre de Catherine Dorion. Bon, ça a créé toute une histoire. Et en gros, ce qu'on comprend, c'est que sa version de l'histoire à elle, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, se plaignait qu'elle lui faisait de l'ombre. Dans le fond, les médias étaient toujours après elle, ils l'invitaient, tout ça, puis lui, il passait un peu en second. Puis toi, en gros, ce que tu dis, c'est moi, j'en voudrais des gens qui me font un peu de l'ombre d'une certaine manière, puis qui puissent prendre le relais, aller en faire des entrevues, puis que ce soit pas toujours moi. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu ça. Je me disais, si ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est un peu stupide d'une certaine manière, parce que tu dis, oui, OK, c'est toi qui es le gros porte-parole, mais tu devrais en vouloir de tes députés ou de tes candidats qui sont connus, puis qui, peut-être dans son cas, il jugeait que c'était pour les mauvaises raisons. Mais ça reste que c'est un peu spécial comme point de vue. C'est très bon ce que tu dis, Frank, parce que j'en ai lu un bon bout de son essai à Catherine Dorion, puis j'essayais de comprendre c'était quoi la faille idéologique. Parce que, tu sais, moi, le fait qu'elle s'engueule avec l'autre, puis qu'ils sont pas de se sentir, puis qu'ils n'ont pas des personnalités différentes, puis que l'autre, il y en a un qui trouve qu'elle gobe trop le micro ou elle a trop de spotlight, c'est totalement insignifiant, on s'entend, là. Mais c'est quoi l'enjeu idéologique?
c'est quoi la différence entre GND et elle? Puis le seul qu'elle exprime dans le livre, bizarrement, puis là, vous allez trouver ça plate, je ramène ça à la pandémie, mais c'est pas moi qui le fais, c'est elle qui le fait dans son propre livre. Elle parle de la pandémie, comment elle n'était pas à l'aise avec les mesures sanitaires abusives, puis comment on n'aurait pas dû laisser la droite tout seul parler au nom des gens qui n'étaient pas d'accord, puis que ça aurait été le fun qu'il y ait des hippies parmi les troqueurs. C'était grosso modo, c'était ça son discours. Ouais. Mais sauf que, où elle était, Catherine Dorion, quand c'était le temps de se lever, puis quand c'était le temps de voter à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle était avec Claire Sanson ou elle était avec les 123 autres puis toute la gang de la CAQ? Elle s'est toujours levée à tous les mois pour renouveler l'urgence sanitaire. Elle s'est toujours levée pour adopter toutes les mesures les plus liberticides. Elle a fermé sa gueule sur le passeport vaccinal. Elle a fermé sa gueule sur les couvre-feux. Elle a fermé sa gueule sur le confinement. Puis là, elle sort un livre 2 ans plus tard pour dire « Ah ben là, je n'étais pas d'accord, mais c'est parce qu'à part toi et ton sofa, il n'y a personne qui le savait. » Mais puis après ça, les gens la décrivent comme une courageuse. Courageuse de quoi? D'avoir eu peur de dire qu'est-ce qu'elle pensait? C'est du courage, ça? Voyons. Tant qu'à moi, c'est une forme de lâcheté, là. Puis comment tu peux reprocher à ton chef d'avoir des conflits de personnalité si sur le fond, le fondamental, l'idéologique, tu n'étais pas prête à aller à la guerre? Ben oui. Tu sens-tu qu'il y a, tu sais, même de ton côté, on dit que quand on veut avoir un enjeu, l'opinion du Parti conservateur, on demande qu'à toi, puis il y a juste toi qui se ramasse dans les médias, mais malgré tout, on voit que tu es beaucoup moins présent dans les médias que tu étais. Sens-tu qu'il y a une stratégie médiatique pour essayer de moins donner d'exposure qu'avant? Je ne sais pas si c'est une stratégie médiatique, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le sens où... je ne sais pas si c'est ça, c'est idéologique ou si c'est le fait que les journalistes, comme tu le sais, c'est une profession qui est de moins en moins, où il y a de moins en moins de joueurs dans la tribune et il y a de plus en plus de partis politiques. Donc, eux, là, à couvrir 4 partis plutôt que 5, puis s'ils pouvaient en couvrir juste 3 ou 2, ils seraient encore plus heureux, là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a le fait que ça demande moins de travail s'il y en a 4 plutôt que 5. Puis en plus qu'idéologiquement, c'est pour ça que c'est important de rester unis comme conservateurs, parce que si on se divise, ils vont profiter de l'opportunité pour nous sortir de l'écran radar. Et parce que ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est sûr que pour eux, là, ça serait une économie, puis en plus, idéologiquement, ça leur rendrait bien service. Fait que il faut s'assurer qu'on reste unis, puis qu'on reste là, mais puis qu'on retrouve notre place dans les médias. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on est moins présent qu'on est moins populaire. Dans la dernière année, là, je te rappelle, Yann, qu'on a remonté de 6 points. Toujours bien pas parce qu'on a eu 6 % de plus de couverture médiatique. Là. Non, vraiment pas. Je peux te dire qu'on a une petite fraction. Écoute, chez les francophones, on doit être 2 ou 3 fois plus populaire que les libéraux, puis on doit pas avoir 10 % de la couverture des libéraux. C'est fou, là. Et fait que c'est pas si c'était la couverture médiatique de toute façon qui faisait qu'un parti monte ou descend, vous comprenez comme moi qu'on n'existerait pas. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire que ça a quand même un impact. Il ne faut pas négliger ça. On peut dire, puis on se parle entre nous autres, là, c'est sûr que nos réseaux sociaux... Ouais, entre nous autres puis 10 000 personnes à peu près. Non, 10 000 personnes, puis on partagé, puis tout ça. Mais les médias traditionnels ont quand même un impact. Là. Moi, je continue à penser que la montée de Paul Saint-Pierre Plamondon est en grande partie due à l'Empire québécois. 100%. Moi, je ne suis pas capable de dissocier les deux. Tu ressens pas l'appel d'Amiata, Eric? Ouais. Ah non, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre les deux. Mais justement, est-ce que ça nous ramène pas un peu, on en avait déjà parlé la dernière fois que tu es venu, est-ce que ça nous ramène pas un peu au vide qui existe? Parce que, tu sais, au Canada anglais, on le sait, là, tu sais, par exemple, le National Post, t'as plein de petits médias, tu sais, le Post Millennial. T'en as quelques-uns, là, quand même, là, qui... Puis même certains médias, moi, en tout cas, je le sens, là, pour faire une couverture de presse chaque jour, c'est... Le Globe and Mail d'aujourd'hui, c'est plus le même discours qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, ils ont ça, l'histoire d'amour avec Justin Trudeau, ça arrive pas mal à son terme. Ouais. Donc, tu sais, les conservateurs sur la scène fédérale, ils n'ont pas que de la couverture négative, il y en a beaucoup au Québec, mais sur la scène, dans les autres provinces, je dirais pas que c'est une couverture positive ou complaisante, mais elle est de plus en plus normale. Oui, elle est objective. Moi, je le vois comme ça. Puis, mais en même temps, c'est parce qu'ils voient le train s'en venir. Ils ne veulent pas se mettre devant. Là. Ils savent que Trudeau, je pense, ses jours sont comptés.
Puis la même chose aussi est en train d'arriver au Québec. Quand on parle de Québécois qui est avec le Parti québécois, on aurait parlé de ça il y a 2 ans, tout le monde serait parti à rire, puis il a dit ben non, c'est la CAQ. Parce que ça aussi, ça a changé, hein, l'allégeance a changé. Rappelez-vous qu'au moment de la crise sanitaire, il n'y avait pas beaucoup de place pour le Parti québécois là, dans les médias. C'était beaucoup François Legault qui occupait, qui monopolisait pratiquement tout l'espace médiatique. Donc, oui, il y a un changement qui s'opère. Puis, tu sais, ce qui se passe au fédéral, ça va indéniablement, c'est pour ça que les conservateurs, il faut qu'on soit bien outillés dans la prochaine année pour qu'on prépare le fait que les pommes vont tomber du pommier dans les prochains mois, dans la prochaine année. Il faut sortir notre panier puis se mettre à la bonne place en dessous pour les accueillir dans notre panier à nous autres, parce que la dégringolade de Justin Trudeau, c'est les raisons qui expliquent ça. Ça va être exactement les mêmes qui vont provoquer la chute de François Legault. Puis c'est déjà tant qu'à moi commencé. Puis même ici dans la région de Québec, on le voit, là. La dégringolade dans la région de Québec, mais c'est vraiment Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, c'est un microcosme présentement, mais c'est commencé. Là. La CAQ a commencé à dégringoler à la vitesse grand V. Là, les gens disent que c'est à cause du 3e lien, c'est à cause du tramway, on ne l'a pas encore mesuré, mais ça va être tout à l'heure, ils vont dire que c'est à cause des billets de hockey des Kings de Los Angeles, puis 7 millions de dollars de subventions. Mais personnellement, ma théorie, c'est surtout que les gens se sont rendus compte qu'il a menti. C'est puis ça. Ça pardonne pas, là, honnêtement. Puis je pense que ce qui se passe dans la région de Québec. L'autre affaire, c'est qu'à la région de Québec, il faut se le dire, c'est toujours été une région beaucoup plus politisée. Ils sont souvent à l'avant-garde politique. La DQ, quand ils ont commencé leur percée, c'est ici que ça a parti. Puis la CAQ, ça a été la même chose. Et la CAQ, autant ça a été ici que ça a été le moteur pour les faire lever, autant ça va être le moteur qui va lâcher et qui va les faire crasher. La population à Québec est plus politisée pour toutes sortes de raisons, là, parce que la machine gouvernementale est ici, parce que les médias sont un peu plus diversifiés, parce que le niveau de scolarité est un peu plus élevé. Il y a toutes sortes de facteurs démographiques là, qui expliquent pourquoi à Québec, c'est un microcosme un peu différent, mais il n'est pas différent du reste du Québec normalement. Il est plus à l'avant-garde. Il est comme 1 an en avance sur ce qui va se passer, puis je pense que la direction, on la voit. Maintenant, notre défi comme conservateur, ça va être de dire aux caquistes déçus, retournez pas dans vos vieilles pantoufles péquistes. Là. Les raisons pourquoi vous avez quitté le PQ il y a une couple d'années pour aller rejoindre Legault, là, c'est parce que le Parti québécois, il répondait pas à vos attentes, puis il était pas bon, puis que vous étiez écœuré de parler d'un débat qui tourne en rond, puis qui avance à rien depuis un demi-siècle au Québec. Là. Bien, vous allez vous rendre compte, si vous retournez chez votre ex, là, que les raisons pourquoi vous avez sacré votre camp, c'est les mêmes raisons pourquoi vous êtes plus capable de retourner là. Fait qu'il faut vous en venir dans un nouveau véhicule, puis c'est le Parti conservateur du Québec. Ça va être ça notre défi de la prochaine année, je crois. Bon, Éric, 32 minutes d'entrevue complaisante. Je pense que c'est assez. Comment ça, complaisant? Alors, on va te toaster un petit peu. Là. Vas-y, je t'écoute. il y a deux critiques qu'on entend beaucoup au niveau du Parti conservateur, puis je veux que tu adresses les deux. Fait que je pense que c'est une bonne plateforme pour le faire parce que justement, on va te laisser parler. Je vais y aller avec la première, la professionnalisation du parti. 1,4 million de budget annuel qui est tombé du ciel grâce à la dernière élection, chose que vous n'aviez jamais eu avant. Pour l'instant, ça fait 1 an, 1 an et 1 mois, pour l'instant, on ne sent pas que la professionnalisation du parti s'est faite tant que ça. Donc, on n'a pas l'impression que le marketing s'est amélioré. On n'a pas l'impression que l'administration s'est améliorée. On sent que vous avez des difficultés au niveau de la direction générale également. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour adresser ça? Bon, d'abord, je vais commencer par ta question sur l'argent. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on ne l'a pas dilapidé. On est des conservateurs, on en a mis plus qu'1 million de côté. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle parce que pour moi, 4 ans avant l'élection, là, de commencer, on ne voulait pas être la cigale. Il faut tasser l'argent. Notre objectif, c'est d'avoir un moton puis de dépenser le maximum autorisé par la loi aux prochaines élections. Puis de dépenser, si on en a encore plus, même en pré-campagne électorale. Vous rappelez-vous des publicités de la CAQ avec la petite madame là, qui disait que personne ne ferait mieux, là, combien ils ont dépensé la CAQ. Là. Puis ça a eu un impact parce que je faisais du porte-à-porte, puis il y a une porte sur 2, les petites madames, ils me répondaient que personne n'aurait fait mieux. Puis, Éric, on le voit dans nos chiffres de publicité sur YouTube. La période où la CAQ mettait de la pub, là, on avait un boost de 20-25% dans nos revenus publicitaires. C'était hallucinant. La CAQ achetait de la pub, c'est pas sûr que c'était bon dans de l'investissement bien placé, mais en tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que ça s'est passé, puis il faut mettre de l'argent de côté. Fait que moi, je suis content, puis ça, c'est une stratégie. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Là. Il y a des gens qui disent qu'il faut dépenser au fur et à mesure que l'argent entre.
Moi, je ne suis pas de cette école de pensée-là. Je pense que les élections, malheureusement, ça se passe beaucoup dans la dernière année. Fait que sur 1,4 million, vous avez dépensé 400 000 à peu près. Bien, on a peut-être dépensé un peu plus parce qu'il y en a aussi qui est rentré d'ailleurs, là. Mais grosso modo, on veut avoir un fonds électoral bien garni, puis on ne veut pas dilapider notre 1,4 million à tous les ans. Ça, c'est un principe de base que l'exécutif national a adopté. Pour ce qui est des difficultés à l'interne, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on a eu du changement de personnel, c'est vrai que ça a brassé à l'interne. Et ça, il va falloir commencer à stabiliser ça. Là, on a un directeur général qui est une personne qui est expérimentée, qui a déjà travaillé pour un premier ministre autant du Canada que du Québec, qui a déjà vu neiger, qui est par intérim présentement. Et ça, je pense que déjà, ça va commencer à stabiliser la barque. Puis il va falloir, autant la dernière année, on a travaillé beaucoup au niveau du contenu pour le congrès qui a eu lieu la fin de semaine dernière, autant la prochaine année, il va falloir travailler au niveau du membership, au niveau de l'organisation, au niveau du financement. Donc, on va retourner vraiment à la base, là. Notre programme il a été bonifié, on le fera ça juste dans 2 ans. Mais la prochaine année, la priorité numéro 1, ça va être nos associations, ça va être notre financement, notre renouvellement de membership. Je pense que c'est ça. Cette année, honnêtement, très honnêtement, on ne l'a pas fait. Parce que, tu sais, pour une petite formation politique comme nous, avec très peu d'employés, organiser des gros colloques, c'était toute une affaire. Organiser un gros congrès, c'était toute une affaire. Donc, ça a grugé beaucoup d'énergie. Puis l'autre problème qu'on a, que les autres formations n'ont pas, c'est que quand tu as une aile parlementaire, le chef, il est séparé du parti. Le chef, il y a un chef de cabinet, il y a un cabinet politique, il y a ses conseillers, il y a un service de com, un service de recherche, puis une aile parlementaire. Puis ça se passe à l'Assemblée nationale. Donc, le marketing politique se fait là, dans le fond. C'est ça. Puis le parti politique, mais lui, s'occupe du financement, de l'organisation, des congrès, des affaires. C'est du parti comme très partisan, là. Et nous, ben, c'est une espèce de moton. Tout est pogné ensemble, là, parce qu'on n'a pas d'aile parlementaire. Puis ça, c'est un problème. Il va falloir peut-être commencer, d'ailleurs, j'en ai parlé au Congrès, à diviser ça. Même si on n'a pas d'aile parlementaire, il va falloir qu'au niveau organisationnel, au niveau de la structure, on commence déjà à différencier qu'est-ce qui relève du chef puis qu'est-ce qui relève du parti, là. Excellent. Puis la deuxième critique qu'on va entendre beaucoup, c'est dans ton style. Dans le sens qu'on voit le succès que Donald Trump a eu à l'époque. Là, tous les journalistes québécois disent « Éric Duhaime, c'est le Donald Trump ». Ensuite, on voit présentement que le conservateur qui a le plus de succès en Amérique du Nord, présentement, c'est Pierre Poilievre. Donc, il a son style bien à lui. Oui, on a eu Milei, là, ce qui se passe un peu avec la chainsaw, puis tout, qui est un peu sauté sur le crâne avec sa coupe de cheveux, puis tout ça. Mais il faut le dire aussi, c'est fondamentalement, l'Argentine a vécu une crise d'inflation qui est spectaculaire. Ben oui. On avait 140 % d'inflation. Moi aussi, je sortirais ma chaîne de ça. Je veux dire. Ben oui. Mais si on revient un peu plus au Canada, moi, je n'ai jamais embarqué dans le discours que tu étais le Trump québécois. En fait, Catherine Dorion est plus proche du style à Trump que toi, là, de toute façon. Mais quand on veut comparer vraiment qu'est-ce qui marche bien présentement au Canada dans le conservatisme, c'est Pierre Poilievre. Puis au Québec, même, la sauce commence à pogner tranquillement avec Pierre Poilievre. Mm-hmm. Ce qu'on se rend compte de la différence fondamentale entre vous deux, c'est la quantité de sujets. Parce que vous êtes deux nerds politiques, vous êtes deux geeks. Ça, c'est indéniable. Vous êtes des rats de bibliothèque, vous avez lu sur la politique toute votre vie. Vous êtes capables tous les deux d'aller à Jordan Peterson et d'être intéressant. C'est pas tout. François Legault va à Jordan Peterson, il a l'air d'un clown. On va se le dire. Là. Oh, je viens comme de m'imaginer. Oui, je suis pas pour ni contre, bien au contraire. Là. Moi, je sais pas, je trouve que ça donnerait un bon spectacle. J'aimerais ça qu'il y ait Jordan Peterson. Mais d'abord, est-ce que son anglais lui permettrait de suivre tout? Ou... Je pense pas. Parce que c'est pas un reproche que j'y fais, mais je suis même pas sûr qu'au niveau linguistique, en tout cas, ça serait un défi, disons. Mais ceci étant dit, c'est que quand tu regardes vraiment la pré-campagne qui s'éternise quand même beaucoup au niveau fédéral, du côté de Pierre Poilievre, on n'a pas beaucoup de sujets. On a des phrases extrêmement simples et qui sont répétées ad nauseam. La fameuse cassette qu'on appelle en politique. Taxe. Juste l'inflation. Exactement. Puis, ça a pris du temps à coller. La sauce n'a pas pogné tout de suite. Puis, on se rappelle que les chroniqueurs étaient là. Voyons, Poilievre fait parler d'inflation. Il est donc bien dans le champ. C'est la guerre en Ukraine. C'est mondial. Il n'y a pas rapport. Le temps, il a donné raison. Surtout quand tu arrives, tu vois des rapports comme Scotia qui dit que 42 % de l'inflation a été générée par les gouvernements, non pas la Banque centrale, mais vraiment les gouvernements. Fait que tu es vraiment dans un mode où est-ce que tu dis, il y avait un plan à long terme, il a exécuté son plan avec énormément de discipline et
il répond pas à de questions vraiment sur d'autres sujets que ce qui est dans son plan. Il sort pas trop de son plan. Il est extrêmement discipliné. Ce qui fait en sorte que moi, écouter un discours de Pierre Poilievre, ça me tente pas. Je suis un geek politique. J'ai besoin de diversité. J'ai besoin de divertissement. Ça me tente pas d'écouter Pierre Poilievre. Je sais ce qu'il va dire. Je sais à peu près même les phrases exactement comment il va les dire. Par contre, l'électeur moyen, lui, il n'est pas souvent... Il entend pour la première fois. Exactement. Éric Duhem, son style, c'est pas ça pantoute. Éric Duhem, son style, c'est... Je suis chroniqueur radio, je suis capable d'avoir une opinion sur tous les sujets. Puis je suis à l'aise avec mon opinion sur tous les sujets. Par contre, ce que ça l'amène, c'est que tu vas avoir des gens dans ton parti qui ne seront pas tout le temps d'accord avec tout ce que tu dis. Tu vas avoir tendance justement à toucher un peu à tout, avoir une opinion sur tout. Il n'y a pas vraiment de plan. Puis tu donnes des fois bonne ou mauvaise impression à l'électeur sur une multitude de sujets. Donc, c'est comme si tu gagnes des points, t'en perds, tu t'en gagnes, t'en perds. C'est un peu plus dur, je pense, d'avoir beaucoup de succès comme chef de parti. Ça, c'est une des critiques qui va être adressée beaucoup. C'est quelque chose que j'ai dit moi-même déjà. C'est quelque chose qu'un Fred Tétu dit hier à Radio Pirate, par exemple. Comment qu'on fait pour faire la transition? Parce que moi, avoir 45 minutes d'Éric Duhem dans mon show, comme t'es là, j'adore ça. Soyons clairs, c'est vraiment le fun, c'est divertissant, c'est du podcast long. On te laisse la chance de parler, puis c'est super agréable. Je pense que la politique devrait toujours être faite comme ça, pour vrai. Puis si la politique était toujours faite comme ça, les gens s'intéresseraient peut-être un peu plus à la politique. Sauf que dans le monde réaliste, c'est pas comme ça que les gens s'abreuvent de leur nouvelle politique, c'est avec les cochonneries des médias traditionnels. Comment qu'on navigue entre les deux? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Bien, tu as raison que Pierre Poilievre est en pré-campagne électorale aussi. C'est l'autre différence aussi. Là. Je pense que si on remonte à 3 ans en arrière, Poilievre était un peu plus diversifié, puis il n'avait pas le choix de toute façon. Là. Mais à un moment donné, il a pris sa traque, puis dans la dernière année, il a décidé que c'était la juste inflation, puis c'était de A à Z, c'était là-dessus. Il va falloir nous aussi qu'on trouve c'est quoi, les Anglais appellent ça notre wedge issue, l'enjeu qui va nous démarquer. La politique québécoise, là, il va y avoir beaucoup de changements d'ici la prochaine élection. Est-ce que, tu sais, une question bien niaiseuse, mais est-ce que François Legault va être encore là? Ça, pour nous autres, c'est un game changer, d'une façon ou d'une autre, là, qui reste ou qui s'en aille. Ça peut changer complètement la donne pour notre parti. Puis, ce que tu dis là, on l'a eu le débat à l'interne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste juste sur des sujets conservateurs traditionnels, réduction de la taille de l'État, privé en santé? Tu sais, nous autres, c'est sûr que ça, il faut que je parle de ça, exploitation de nos ressources. Je pense que c'est le solage aussi au niveau là, du contenu quand il faut décliner en campagne électorale. On l'a fait dans la dernière campagne, on l'a peaufiné en fin de semaine dernière, puis on va revenir avec ça. Le Parti conservateur ne changera pas d'idée. Là. On va être pour le développement de nos ressources naturelles, pour l'exploitation de notre gaz naturel au Québec, c'est sûr et certain. On va être le parti qui va proposer de loin les plus ambitieuses baisses d'impôts puis de taxes. C'est écrit dans le ciel. On va être le seul qui va se présenter un modèle parallèle public-privé en matière de santé. C'est fondamental pour nous. OK? Ça, c'est nos 3 piliers, là, je te dirais, au niveau des enjeux précis qu'on va mettre de l'avant. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec la question du wokisme? Parce que c'est un peu ça qu'on me reproche. À travers ce que tu as dit, là, il y a beaucoup ça là, qui dérange. Quand tu dis qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je pense que sur les sujets que je viens de dire, là, 99% des membres sont d'accord. Là. Mais quand on arrive sur la question du wokisme, ça divise plus. On est le seul parti qui s'est démarqué sur cet enjeu-là. Moi, je me suis embarqué sur ce sujet-là. Rappelez-vous, là, c'était même pas planifié. Là. Je me suis fait poser une question sur une motion qui venait d'être adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour faire entrer drag queen dans les garderies et dans les écoles pour parler de la théorie du genre. Ils m'ont demandé si j'aurais voté pour. J'ai dit non. Ça, cette déclaration-là a généré 300 articles ou 300 nouvelles. Pas nécessairement des articles, ça peut être des clips à radio ou à télé. Là. 300 nouvelles sur ça? Oui. Et alors... c'est ça qui donne, excuse-moi de te couper, Eric, mais c'est ça qui donne l'impression que tu en parles tout le temps. Ben oui. Alors que je faisais une conférence de presse pour parler contre un projet de loi qui veut empêcher les enfants de 14 ans et moins de travailler, j'étais avec un avocat de la Beauce, dont la fille de 13 ans travaillait dans la résidence personnes âgées de sa grand-mère, où elle allait porter des cabarets dans les chambres des personnes âgées et qu'elle allait perdre son emploi. C'était ça. Puis je voulais démontrer le ridicule un peu. Puis tu sais, ça paraît bien de dire on ne veut pas que les enfants travaillent, mais je voulais le décliner que tu sais, t'es dans le fin fond d'un petit village en Beauce, puis ton enfant réussit à gagner un peu d'argent, puis elle se désennuie en faisant ça. La grand-mère est contente, les grands-parents sont contents de voir des enfants. Ça fait un lien intergénérationnel super stimulant. La communauté est toute
D'accord. Puis là, on va dire à cette petite fille-là, non, on va rester chez vous, va jouer dans ton ordinateur, ton écran d'ordinateur, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de gagner d'argent, tu n'as pas le droit de te valoriser puis d'apprendre la valeur du travail puis de l'effort. Je trouvais que c'était ridicule, ce projet de loi-là, puis c'est tout à fait conforme aux valeurs conservatrices. Mais ça a généré aucun article. Puis il y en a eu 300 sur le fait que j'ai répondu à la question, qu'est-ce que j'aurais voté sur la motion. Fait que c'est sûr, est-ce que je devrais arrêter de répondre à des questions comme celle-là? Mange des pommes. Puis je devrais leur dire, parlez-moi du travail des enfants. Mais Pierre Poilievre, ils n'ont pas le choix de le couvrir. C'est le chef de l'opposition officielle. Il y a 100 quelques députés. Il est d'un parti qui est enraciné. Il est l'alternance au gouvernement. Moi, je suis le 5e parti avec aucun député qui n'a pas été représenté, qui n'a pas fait élire un député à l'Assemblée nationale depuis 86 ans et qui tente un retour. Fait que c'est sûr, les mêmes stratégies ne donneront pas nécessairement les mêmes résultats. Fait qu'il faut faire très attention avec ça parce que la pire chose, je pense, qui pourrait nous arriver, encore pire que d'avoir des idées des fois qui sont sur trop de sujets, ça serait d'être totalement invisible puis de ne pas exister. Et c'est ça qui nous guette si on n'est pas vigilant. Alors que Pierre Poilievre, il n'y a aucun risque que ça lui arrive. Fait que Effectivement. Je ne réponds pas à ta question, mais je réponds à ta question en même temps, c'est-à-dire que ben, je te réponds, tu n'as pas l'intention de changer pour l'instant. Je suis conscient de ce que tu dis, mais je pense qu'on n'a pas la force suffisante pour se permettre le luxe de choisir comment on peut faire nos apparitions. Je pense que pour l'instant, encore 1 an ou 2, il faut se permettre de parler de l'ensemble des sujets qui intéressent les Québécois. Puis des fois, là, regardez la subvention, je reviens sur la subvention aux Kings de Los Angeles, là. C'est pas dans le programme conservateur. On n'a jamais parlé de ça, le sport professionnel, puis l'argent, puis le centre Vidéotron, puis le retour des Nordiques. Ça ne fait pas partie de notre programme, là. Sauf que ça m'a quand même permis de parler d'avoir une philosophie très conservatrice, mais d'être sur un sujet d'actualité puis d'être couvert. On est les premiers qui sont sortis sur ça pour dénoncer le gouvernement. Puis on a eu relativement une bonne couverture. Ça faisait longtemps qu'envoyer un communiqué ne générait pas autant de clics médias puis autant d'entrevues le lendemain, là. Et même encore aujourd'hui, on me parle de ça puis je suis encore en train de réagir, là. Donc, il faut choisir des fois dans le buffet là, de toutes les nouvelles celles où on a un avantage comparatif, puis pour avoir un angle sexy. Puis j'ai travaillé assez longtemps dans les médias pour être capable de comprendre que si je fais une conférence de presse à tous les jours pour parler de l'équilibre budgétaire, ça ne me donnera pas plus de visibilité média. Il faut que je trouve quelque chose qui se rattache à l'actualité puis qui peut avoir un certain intérêt. Puis la controverse, là, c'est l'oxygène qui alimente une nouvelle. Hein? Fait qu'il faut qu'il y en ait un peu, pas trop, puis pas tout le temps, mais on ne peut pas l'évacuer. Mais c'est ça c'est le bout, en fait. Je trouve que plusieurs médias ils défendent une drôle de position sur cette affaire-là, dans le sens qui, comme je disais précédemment, ils te reprochent de parler toujours des mêmes affaires ou encore de chercher des scandales, tout ça. Mais eux, clairement, ils ne t'invitent pas pour parler de propositions du parti. Même quand il y a eu, je veux dire, quand il est arrivé, quand François Legault a calé Bruno Marchand au bureau du directeur pour y annoncer qu'on y enlevait son projet des mains, je veux dire, je pense qu'un des partis où il y a eu le plus de gens impliqués, que ce soit dans le Québec mérite mieux ou encore tout ce qui gravite autour, c'est ça. Ben, je pense que c'est pas mal vous autres. Là. Il aurait pu inviter soit toi, il aurait pu inviter Stéphane Lachance, il aurait pu inviter plein de gens. Marie-Josée Elie, ben non, on tourne autour du pot, on va par. Puis c'était plein de gens de Montréal qui comprennent absolument pas comment la ville de Québec est faite. C'était sidérant, là, moi, ce que j'ai vu. Il y avait même un panel à RDI où Gérald Filion montrait la carte du trajet proposée par Marchand, puis il disait, bon, ça part de Destimoville, puis il pointait dans vers de Saint-Augustin. Aucune idée. Ils ne savent même pas son où, ils ne comprennent pas, mais ils parlent de ça à journée longue. Alors que tu te dis, ben, je sais pas, vous auriez pu inviter, au minimum, il aurait pu t'inviter toi, idéalement, il aurait pu inviter quelqu'un dans le parti ou proche du parti. Stéphane Lachance, ça a été Stéphane Lachance. On connaît le dossier ou Marc Roussin ou n'importe qui. Là. Fait que moi, c'est cette game-là que j'ai de la misère à comprendre. C'est que d'une main, ils te reprochent des choses et de l'autre, c'est eux qui, en fait, qui font que tu es pris dans cette dynamique-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve des façons de faire nos propres événements puis de marteler nos propres thèmes. Ouais, c'est ça. J'ai pris, l'exemple aussi là-dessus qu'on a fait, c'est l'élection partielle dans Jean Talon. Je le sentais bien, les gens voulaient un changement. Le monde à Québec est frustré des mensonges de la CAQ et une façon de se venger, c'était de voter pour le Parti québécois, même s'il y avait des gens qui étaient ultra-fédéralistes, qui votaient PQ puis qui se bouchaient le nez
parce qu'il avait vu le sondage que c'était celui qui avait le plus de chances de battre François Legault. Et il y a eu une espèce de anybody but Legault ou anybody but la CAQ, le ABC. Puis ça fait qu'on s'est dit qu'on va sortir de l'élection pour parler d'un thème. Puis on a martelé le tramway. Si vous vous rappelez, moi, j'ai parlé quasiment juste du tramway pendant un mois. On a fait une marche sur le pont de Québec pour dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans le tramway, on devrait rénover le pont qui est en train de tomber dans le fond du fleuve, qui est en décrépitude. On a lancé notre campagne dans la cour des gens où le tramway devait passer pour montrer comment ça n'avait aucun sens d'amputer la cour arrière de gens comme ça, comment leur maison ne valerait plus rien, puis comment leur qualité de vie serait diminuée. On a fait toutes sortes d'actions très concrètes tout le long du trajet pour démontrer l'absurdité du projet. Puis on n'a pas gagné l'élection, mais je suis convaincu qu'on a gagné la guerre des idées. Le projet de tramway, puis on a posé plein de questions par rapport au coût, par rapport à... On a mis les candidats des autres partis sur la défensive. Rappelez-vous qu'une semaine avant qu'ils abandonnent le tramway, ils étaient encore en train de voter les 4 à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour la 2e fois en 2 mois en faveur du tramway. Une semaine avant que le projet tombe à l'eau. Si on n'avait pas poussé, qui l'aurait fait? Qui aurait commencé à hurler, puis à sortir toutes sortes d'affaires, puis à les questionner pendant la campagne électorale? Fait qu'on a choisi stratégiquement de focaliser sur un sujet qu'on savait qu'on pouvait gagner une guerre, puis on s'est servi d'une élection qu'on savait qu'on ne pouvait pas gagner pour pouvoir essayer de tuer un projet qui n'avait pas de sens. Mais tu sais, c'est faisable, mais il faut être stratégique, il faut y aller. C'est de la micro-attaque. Il faut choisir où on met nos munitions, puis comment on les répartit. Dans tout ça, Éric, ce qui ressort énormément dans ce que tu dis, c'est comment j'amène les médias à parler de nos sujets. Parce que peu importe les conférences de presse que tu veux faire, c'est eux autres qui dirigent l'agenda politique avec toi. Ils veulent du clickbait avec ton nom. Ça, c'est assez évident. Je veux dire, tu as été conseiller politique longtemps. C'est sûr que c'est un enjeu qui est assez spécial dans un milieu où les médias ne sont pas balancés comme celui du Québec. Mais est-ce qu'il y a réellement une façon d'y arriver ou c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on déplogue les personnes une à une dans avant de la télé traditionnelle? Y a-t-il vraiment une façon de dealer avec eux autres? Il y a 2-3 affaires. D'abord, les médias, c'est pas nous autres qui le souhaitent ou qui le veulent nécessairement, mais je veux dire, c'est quand même une tarte qui est en train de ratatiner. Là. Il y a des joueurs comme vous autres, puis il y a des joueurs comme Libre Média, puis il y a des joueurs des podcasts, puis même moi, quand je fais mes lives, n'importe quoi, là, c'est des micros, marché, mais c'est pas grave. À chaque fois qu'on va leur enlever 5 000, 10 000, 1 500, c'est qu'à un moment donné, leur tarte est là, par ratatine. Là, ils sont obligés de faire des coupures. Fait que ça va ratatiner encore plus tout à l'heure, parce que moins ils ont de budget, moins il va y avoir de la qualité, plus vous allez être capable de les concurrencer, puis plus ce que vous allez faire va se comparer avantageusement à ce qu'ils font. Puis le déclin des médias traditionnels va se poursuivre. Ouais. Votre montée aussi va se poursuivre. Donc, c'est une question de temps. Avant que, puis ça, on l'avait vu venir, là, c'est pas, on le sait, ça fait plusieurs années, c'est que jusque là, on le vit. Là. Et ça, donc, ça change la donne. Moi, j'ai choisi, parce que je viens des médias, parce que les gens pensent que je suis un Donald Trump, mais s'il y a un gars qui n'est pas agressif, là, vous autres, non. Je ne suis pas de nature agressive, là, mais moi, j'ai toujours voulu... Écoute, la chose que je vais me rappeler le plus longtemps, c'est comment ta tarte aux bonnes est bonne. Eric. Ah, tu vois, j'aime ça faire de la tarte. Mais moi, je ne suis pas agressif, puis j'ai toujours, quand j'étais dans les médias, j'ai toujours invité les gens qui pensaient différemment de moi. Puis en fait, je vais vous faire une confession, j'ai toujours mieux aimé recevoir des gens qui idéologiquement étaient opposés à moi que les gens qui pensaient comme moi. J'avais toujours plus de fun à échanger avec des gauchistes ou des gens qui avaient une opinion différente sur un sujet particulier, puis je les invitais tous. Puis quand les gens venaient pas, j'ai trouvé niaiseux, puis je trouvais qu'ils n'aidaient pas leur propre cause. Parce que moi, mon objectif, c'était pas de gagner nécessairement le débat, c'était que l'auditeur puis le téléspectateur gagne. Puis quand on fait de la politique, c'est un peu ça. Notre objectif, oui, c'est de gagner les élections et d'être premier ministre, mais c'est aussi que l'électeur gagne, qu'il ait plus de choix puis qu'il puisse voter pour un parti qui représente mieux ses opinions. C'est ça, la démocratie à la base. Et je trouve que de nous éliminer ou de nous canceller, c'est totalement antidémocratique. Il faut qu'on valorise ça. Puis c'est pour ça qu'il faut que je participe à des débats, à des entrevues, même quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mm-hmm. On reproche la cancel culture ou la culture de l'annulation à nos adversaires. Il ne faudrait pas nous aussi commencer à l'appliquer envers les médias traditionnels. C'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça à quelques personnes au congrès en fin de semaine. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à comprendre ça. Mais moi, c'est mon approche. Je ne vous dis pas que vous êtes obligés d'être d'accord, mais moi, je ne changerai pas. Je vais y aller. Si Guillaume Lepage m'invite à Tout le monde en parle la semaine prochaine, je vais être sur son plateau.
Puis c'est pas parce que je pense que Guillaume Lepage va voter pour moi aux prochaines élections. Je suis pas naïf à ce point-là, mais c'est parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui vont écouter ça puis qui vont gagner à écouter un échange entre moi et Guillaume. Ouais. Ben, ça répond un peu à une autre critique, Yann. C'était pas dans ta liste, là, mais il y en avait une autre qui était un. Qui il y a des critiques contre moi. Ben, écoute, on lave le linge sale. On lave le linge sale. Mais c'est un commentaire qui revient souvent, là, de gens qui disaient il aurait jamais dû parler à Patrick Lagacé. Pourquoi il va à Richard Martineau? Pourquoi il y a tout du monde qui nous ont craché dessus dans les derniers mois, dans les dernières années? Puis Mané, toi, ce que tu dis, c'est mais si on veut exister puis être vu de d'autres gens, dans le fond, les gens qui vous ont rejoint ou qui sont des sympathisants, ils ont vu le message quelque part. Que ce soit à Radio X ou que ce soit dans les lives du mardi soir ou que ce soit dans Yann et Frank ou que ce soit à Cube Radio, ils vous ont vu quelque part. Si vous n'avez plus aucune présence nulle part, parce que tu dis lui, il n'est pas assez fin que moi, lui, il m'a déjà dit que je suis un coucou, lui, il m'a déjà dit telle affaire, ben là, je ne vais plus nulle part, puis on est juste dans notre petite gang à se parlant de nous autres. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, ils vont nous voir où? Moi, ça, là, ce que tu viens de dire là, ça m'étonne. Je me souviens comment c'est arrivé. J'allais à des entrevues à Radio-Canada, puis j'étais chroniqueur dans le temps, je n'étais même pas en politique, là. Puis j'étais chroniqueur dans l'émission de Catherine Perrin, elle n'est plus en ondes, mais elle était à la radio de Radio-Canada à Montréal. C'était probablement c'était une émission de bien-pensance gauchiste du plateau. Écoute, tous les clichés, là, alignés, c'était tout là. Une musicienne qui était très culturelle, mais qui s'aventurait sur le terrain politique. Et quand j'allais là, j'étais toujours surpris et étonné. Je recevais des messages sur les réseaux sociaux, des courriels ou des textos. Puis les gens, waouh, c'était bon ce que tu as dit à Catherine Perrin. Puis là, je me disais, comment ça se fait que ce monde-là écoute Catherine Perrin? Puis, sais-tu quoi? J'ai probablement convaincu plus de monde à parler à cette fille-là que quand j'allais à Radio X. Parce que quand j'allais à Radio X, là, on était 12 à être passés sur la même track et à penser pareil ou à peu près. Puis, je suis pas sûr. Oui, j'avais peut-être eu une différence à quelque part, j'avais un avantage comparatif sur certains enjeux, mais de façon générale, ces gens-là avaient déjà les fondations solides idéologiquement parlant. Mais quand j'allais à Radio-Canada, pour eux autres, là, ils voyaient la lumière parce que c'était la première fois qu'ils entendaient une voix discordante. Ils pensaient que tout le monde pensait le contraire d'eux au Québec. Et donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là, c'était même bien avant la politique que je me suis rendu compte que c'était important de parler à tout le monde dans tous les marchés. Comme wedge issue, est-ce que ce serait possible de voir le Parti conservateur, pour la prochaine campagne électorale, proposer l'arrêt du financement des journalistes via leur salaire, via les médias traditionnels? Pensez-vous que c'est quelque chose qui serait possible ou c'est trop touché, vous iriez pas là de votre côté? D'abord, il y a la première grosse partie du financement, là, ce qui est le plus gros en termes de financement public vis-à-vis des médias, c'est sur la scène fédérale, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où Poilievre va être prêt à aller, mais c'est sûr que de loin, les plus gros budgets en matière de médias, c'est ceux qui sont octroyés à Radio-Canada via le gouvernement fédéral. Ça, c'est clair. Là, on parle de milliards, là, c'est pas quelques millions ici et là. Puis à l'intérieur du parti, vous le savez peut-être, mais au dernier congrès qu'ils ont eu à Québec, ça a été un des enjeux où ça a beaucoup brassé. Puis ils font une différence maintenant entre Radio-Canada et CBC là, pour toutes sortes de raisons que je suis plus ou moins d'accord. Mais toujours est-il que ça va être... Je pense qu'au fédéral, on va avoir un gros enjeu à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai deux problèmes avec le financement. Puis c'est pas juste une question de gauche-droite. D'abord, un média, par définition, quand il est indépendant, il est plus crédible. Ça, c'est clair. C'est la base, là. Puis deuxièmement, c'est sur comment, surtout avec la montée des médias alternatifs, comment on discrimine dans l'octroi de fonds publics. Parce qu'au fédéral, c'est clair. Radio-Canada, c'est une société d'État. Ils financent leur société d'État. OK? Ça, c'est une affaire. Mais au Québec, quand on dit on va donner de l'argent à des journalistes, je ne sais pas, est-ce que les journalistes de l'immédiat vont pouvoir s'enregistrer? Est-ce que ceux de Québec Nouvelle vont être éligibles? Est-ce que Rebel News va pouvoir dire qu'ils font partie de ça aussi? Ils vont dire non, vous n'êtes pas un média traditionnel. Fait que là, ça veut dire qu'on va donner de l'argent en fonction des générations. Puis là, je sais que moi, je suis un gars qui parle souvent de l'inéquité entre les générations, là, mais ça ne s'applique pas juste au niveau de la dette publique, l'inéquité entre les générations. C'est aussi au niveau médiatique parce qu'on ne consomme plus les médias de la même façon en fonction de l'âge qu'on a. Et si tu commences à financer les médias traditionnels au détriment des médias alternatifs, tu es en train de financer les médias d'une génération puis de les faire payer par la suivante. Et c'est une nouvelle forme d'inéquité intergénérationnelle qu'on est en train de créer. Puis ça me préoccupe beaucoup.
Puis je suis probablement le seul qui parle de ça parce que je suis obsédé, puis j'ai étudié cette question-là toute ma vie, puis c'est ce qui m'a motivé politiquement à avancer depuis le début, là. Mais je le vois beaucoup au niveau médiatique, comme je le vois dans toutes les autres sphères, en fait, de l'activité publique. Mais il y a la question générationnelle, puis vous autres, vous le voyez sûrement, là, vous le savez, là, les gens qui vous écoutent, là, j'ai même pas vu vos stats, mais je serais capable de les écrire sur une napkin, puis je me tromperais peut-être de 1%. Là. Mais c'est clair qu'il y a un gap, il y a un fossé qui est en train de se creuser, puis le fossé, il va se creuser de plus en plus. Puis si on finance, on va accentuer ce fossé-là plutôt qu'essayer de régler le problème. Parce que la façon de régler le problème, c'est de s'assurer que tout le monde... de retrouver des endroits où on est capable de se rassembler plutôt que de se diviser au niveau des générations. Puis en finançant, on fait le contraire. Il va falloir qu'on trouve une façon... C'est pas mauvais d'avoir des médias qui parlent à tout le monde, qui sont mainstream dans le sens de rassembler des auditoires qui, normalement, sont dans des vases clos. Mais en même temps, il ne faut pas que ça se fasse. Ça ne peut pas être les médias traditionnels parce qu'il y a une génération qui a complètement décroché de ça. Ben écoute, tu amènes l'aspect intergénérationnel, puis ça tombe bien, ça sera je pense le mot de la fin, c'est la dernière question que j'avais en tête. On voit les sondages un peu au fédéral. Moi, une des choses qui me surprit le plus, c'est de voir que chez les 18-25 ans, Poilievre est premier. Donc, il y a de plus en plus de jeunes Canadiens qui n'ont pas de misère à se dire conservateurs. On avait analysé plusieurs fois, moi, Yann, les sondages dans la dernière campagne électorale. On a tout le temps le cliché de bon, les jeunes sont tous gauchistes, éco-anxieux, tout ça. Et ça existe, on ne dira pas que ça n'existe pas, mais il y a quand même de plus en plus de jeunes qui trouvaient intéressant les idées conservatrices, que ce soit au fédéral et au provincial. Et, Joey nous a parlé hier de ce l'initiative qu'ils ont lancée. Génération Ambition. Génération Ambition, lui et Héloïse Coulombe. Fait que j'ai peut-être avoir ton input là-dessus. Puis Joey, si tu as quelque chose à rajouter avant de laisser Éric répondre. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant de voir parce que d'habitude, le cliché que beaucoup de gens ont, c'est conservateur, c'est comme un vieux bonhomme avec des bas dans des sandales. C'est pas pour les jeunes. Les jeunes, c'est plus on est progressiste, on est cool. Mais moi, j'ai l'impression que, puis c'est quelque chose qu'on voit aux États-Unis depuis quelques années, c'est comme si le conservatisme est en train de devenir une genre de contre-culture. Dans le sens, c'est comme edgy, c'est comme cool maintenant d'être comme ça, alors que c'était vu comme... Même il y a 4-5 ans de ça, c'était vu comme ringard, arriéré un peu. Là, absolument, parce que moi, la raison pourquoi je voulais vraiment démarrer ça, c'est qu'à l'origine, puis je pense qu'Éric, j'en avais parlé, c'est que je voulais vraiment, c'est ça, l'aile jeunesse n'était pas présente au parti, ça nous en prend une, je pense qu'on est rendu là, le parti est rendu assez grand, on a beaucoup de gens. J'en parlais à beaucoup de gens de mon âge qui s'impliquaient au parti, puis ils me disaient, ouais, mais je trippe pas le côté infantilisant des ailes jeunesse. Si on voit les libéraux, la CAQ, j'ai été dans l'aile jeunesse caquiste, j'ai connu ça un peu. C'est la garderie des parents qui font de la politique. C'est ça, ils prennent pas au sérieux. Ou des fois, quand ils veulent, un peu comme Yann disait hier, quand ils veulent proposer une idée un peu plus farfelue, ils la lancent au Congrès via les jeunes. Puis si ça passe, le parti, ils se disent « Ah, c'est des jeunes qui l'ont proposé. » Fait que tu sais, ça ne nous regarde pas au plus ou moins. Fait que je me suis dit, comment faire de quoi qui est pas nécessairement, qui est différent, mais justement, comme tu as dit, Frank, qui casse un peu le moule que aujourd'hui, quand les médias parlent d'enjeux jeunes ou quand ils parlent même d'environnement ou n'importe quoi, ou d'avenir ou d'inéquité entre les générations, on parle rien qu'à des jeunes, on met le micro uniquement à des jeunes souvent militants, très à gauche, majoritairement montréalocentriques, qui nous disent qu'ils ont peur que la planète explose puis qu'ils ont peur de faire des enfants parce que pour eux autres, c'est quasiment le condamner à une vie exécrable et tout ça. Alors que c'est ça, la raison principale pour qu'on voulait fonder ça, c'était principalement pour dire que les jeunes conservateurs et conservatrices, ça existe. Puis la seule affaire que je pourrais dire là-dessus, c'est que je pense que la raison pourquoi c'est de plus en plus populaire, c'est pas nécessairement que les jeunes sont plus conservateurs qu'avant, malgré que oui, mais c'est un peu que je prends l'exemple de l'image que Elon Musk avait tweeté il y a déjà, je pense, au-dessus d'un an et plus, que lui, en fait, c'était comme un genre de graphique qu'avant, qui était comme centre-gauche, mais la gauche a tellement bougé, la fenêtre d'Overton a tellement bougé depuis ce temps-là qu'il est considéré comme à droite, ou du moins extrême droite, même je n'aime pas ce mot-là aujourd'hui. Fait que je pense que c'est plus justement plus la gauche qui a changé que nécessairement la droite qui s'est radicalisée. Oui, c'est un bon point que tu soulèves là. Puis pour revenir à l'aspect de la jeunesse, c'est pas la première fois moi, que je le vis parce qu'à l'ADQ, on a vécu la même chose. Ceux et celles qui ont des cheveux gris un petit peu comme moi, là, vous vous rappelez peut-être, l'ADQ, c'était le parti d'une génération, c'était la génération des X. Alors que le Parti québécois, ça a toujours été le parti des boomers.
Et curieusement, ça l'est encore. Parce qu'ils ont été au ACAQ, mais là, ceux qui reviennent à la maison, qui retournent au PQ, si vous regardez, c'est beaucoup un électorat plus âgé. C'est pour ça que la CAQ a de la misère présentement, parce que leur électorat traditionnel là, qui les a élus les 2 dernières fois, c'est un ancien électorat péquiste de boomers qui, là, reviennent au PQ. Et c'est vrai que historiquement, être conservateur, c'était plus vieux. Tu sais, on disait toujours, là, c'est à 20 ans, tu n'es pas communiste parce que tu n'as pas de cœur. C'est à 40 ans, tu l'encauses parce que tu n'as pas de tête. Ça, c'était... Mais là, aujourd'hui, ça a l'air que même à 20 ans, ils ont une tête sur les épaules, là, parce qu'on le voit. Mais c'est très polarisé. La jeune génération, je te dirais même pas que c'est une question de gauche-droite. Je pense que, historiquement, on était divisé fédéraliste-souverainiste. Tu sais, les jeunes, là, c'était très souverainiste même. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu gauche-droite parce que je pense qu'il y a 2 partis qui sont en émergence chez les jeunes, qui sont surreprésentés par rapport à leur vrai poids au niveau national. Puis c'est le Parti conservateur du Québec et QS. Quand tu es jeune, là, tu es QS ou tu es PCQ. Il y a comme rien entre les deux. Tu sais, c'est comme les 3 autres partis, c'est même pas une alternative. Pour le débat sur la souveraineté, c'est le débat d'une autre époque. Ça ne t'intéresse pas, ça ne t'interpelle pas. C'est pour ça qu'il faut miser là-dessus, parce qu'effectivement, c'est l'avenir. Moi, je l'ai dit, je suis pas allé en politique pour la prochaine élection, je suis allé en politique pour la prochaine génération. Et c'est important de penser à l'avenir du Québec, parce que toutes les montagnes de dettes qu'on est en train d'empiler, le système de santé qui ne marche plus, tous les problèmes qu'on est en train de créer, la crise du logement, la crise des infrastructures, c'est toute la génération future qui va être pognée avec le pire de la merde. Là. Si vous pensez qu'aujourd'hui, ça va mal, là, attendez, vous n'avez encore rien vu. Là. Les prévisions à moyen et à long terme sont bien pires. Puis malheureusement, ceux et celles qui ont mis ça en place ne seront plus là pour essayer de solutionner une partie du problème qu'ils ont créé. Là. Donc, l'appauvrissement de la nouvelle génération, parce que c'est ça, c'est la première génération qui va vivre plus pauvre que ses parents. Ça a des impacts politiques. J'ai besoin de trouver une raison pourquoi cette génération-là est plus à droite que ses parents. C'est pas parce qu'elle est plus égoïste, c'est pas parce qu'elle est différente, c'est parce que la réalité a changé. C'est parce que ces jeunes-là, au lieu de voir l'État comme un moteur d'ascension sociale, c'est un moteur qui va les ralentir toute leur vie puis qui va venir piger dans leur portefeuille plutôt que de leur donner des avantages. Puis, fait que le détournement de fonds, le hold-up dont ils ont été victimes, ils s'en rendent de plus en plus compte. Je te dis pas qu'ils s'en rendent compte dans les termes que je suis en train de l'expliquer, mais ils savent instinctivement, ils savent que si t'es vendeur d'habits là, que tu pourras pas avoir ta maison à 30 ans, puis avec tes 2 enfants, puis ton auto, puis ta femme qui travaille pas comme son père a eu. Là. Ils savent que la réalité sera pas aussi simple et aussi facile. Puis je pense que ça, politiquement, ça explique pourquoi ces gens-là, ils regardent Poilievre, puis ils me regardent moi, puis ils disent, coudonc, finalement, il y en a 2 qui parlent pour moi, puis qui ont peut-être une solution pour qu'on commence à renverser la tendance des 4-5 dernières décennies au Québec. Là. Hey, merci Eric d'avoir été là avec nous autres. C'est quand même une 1h07 de podcast, beaucoup plus que prévu. Mais plus que mes 3 minutes d'hier dans toutes mes entrevues. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu as fait le tour des sujets, puis tu as même adressé des critiques à l'interne. Fait que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il va falloir te reprendre dans une couple de mois. Merci beaucoup. Merci à Joey. Merci Yann. Merci Frank. Yes, merci. À bientôt. Bye. À bientôt.